Bien, chers internautes, après un certain temps de répit, nous sommes de retour pour la revue Militant, en compagnie de Monsieur André Gondillon, donc son rédacteur en chef, de Jean Lamour, qui m'assiste également pour interroger donc, le directeur de publication. C'est la vidéo d'octobre 2020 et on va traiter d'un dossier qui est paru dans le numéro du mois précédent, en fait, sur le phénomène de colonisation. Donc de parler du principe de vitalité, des bienfaits que ça peut engendrer, des différentes variantes qu'il peut y avoir, surtout par rapport à l'Europe et le reste du monde. Et donc évidemment on va parler un petit peu de politique, philosophie, le terme est peut-être un peu lourd, mais d'histoire en tout cas ça c'est sûr aussi, pour faire un petit peu le tour, et ça permettra de venir jusqu'à nos jours avec les décolonisations, l'immigration et tout ça, entre autres choses. Donc voilà comment je pourrais introduire le sujet. Pour la petite information, même Blandine est parmi nous, même si elle n'apparaît pas à l'écran. Ça parlera aux internautes qui sont habitués depuis quelques temps. Voilà pour la petite mention. Donc sur le sujet, est-ce que vous pouvez l'introduire, Monsieur Gondillon, telle manière de dire pourquoi dans l'histoire de l'humanité, colonisation il y a? Pourquoi y a-t-il colonisation? La colonisation est avant tout un signe de puissance et de vitalité d'un peuple, ou d'un ensemble de peuples. Lorsque des peuples se développent, arrivent à un degré de puissance important par rapport à leur environnement, eh bien automatiquement, le rapport de force étant ce qu'il est, ces peuples se répandent autour d'eux, imposent leur volonté et leur puissance autour d'eux, et aussi en même temps imposent leur culture. En général, si un peuple ou un ensemble de peuples atteint une situation de domination par rapport aux autres, c'est qu'il a quelque chose à leur apporter. C'est qu'il a un surcroît de vitalité qui permet dans l'universel à l'humanité de s'augmenter et de s'accroître. Dans un domaine comme un autre? Dans un domaine comme un autre. Intellectuel ou technique? Ou technique, ou même tout simplement un domaine humain. Parce que c'est la volonté de vivre, c'est la volonté de puissance qui fait qu'un peuple veut grandir, veut se développer, et évidemment accroître sa puissance, gagner en territoire, et il est normalement sain. Même si à notre époque, on dit que l'on doit chacun rester chez soi, que l'on ne doit pas bouger, que l'on doit respecter les autres, le phénomène historique est tout à fait différent. De même que les animaux gagnent les territoires des uns sur les autres, les plus faibles se faisant absorber par les puissants, ben, il en est de même dans l'humanité. On a juste la raison en plus, mais en soi, le reste ressemble. La règle historique est que les peuples puissants se développent et dominent les peuples qui sont autour d'eux. Nous l'avons dans l'histoire, nous avons par exemple, dans l'Antiquité, vous avez le peuple chinois qui progressivement a étendu sa puissance, ce qu'on appelle l'Empire du Milieu, autour de lui, et a constitué la Chine actuelle, en s'étendant notamment vers le sud de la Chine. Vous avez l'Empire syrien, plutôt iranien, perse, qui s'est étendu à travers tout le golfe Persique et même le bassin méditerranéen. Vous avez eu la Grèce à partir des cités grecques, par sa puissance humaine, son énergie vitale, son savoir, ses techniques, est parvenu, après avoir vaincu les Perses, à s'étendre en Asie mineure, jusqu'à l'Indus, alors qu'auparavant, elle était parvenue à conquérir quasiment tout le bassin méditerranéen à travers toutes les cités grecques, dont, nous devons le rappeler, Agde et Marseille, en France, sont les héritières. Ensuite, vous avez l'Empire romain. Regardez Rome. Rome, qu'est-ce que Rome? Rome est une simple cité, une petite cité perdue au sein du Latium, le Latium étant une simple région de l'Italie. Et à partir de là, la vitalité du peuple de cette cité les a conduits à conquérir les Étrusques,
puis après, à travers les guerres italiques, à conquérir toute la botte italienne, puis avec le temps, à s'étendre progressivement sur 2, 3 siècles, 5 siècles, à travers tout le bassin méditerranéen. C'est pour cette raison que la civilisation romaine s'est étendue à l'ensemble du bassin méditerranéen. D'ailleurs, en France, j'ai un exemple, c'est que même si c'est le Nord qui a gagné avec les invasions franques, le régime politique, et qui a été donc supérieur militairement notamment, eh bien la vitalité du Midi était telle dans l'Antiquité tardive qu'après l'Empire romain, c'est l'influence culturelle du Sud qui a gagné, à tel point que le français est plutôt latin comme langue. Effectivement, la vitalité, il y a différentes formes de vitalité. Vous avez celle démographique. La vitalité démographique, la vitalité démographique en même temps qui se traduit aussi parfois sous la vitalité militaire, parce que la force des hommes prêts à donner leur vie est une forme de supériorité pour un peuple. Et vous avez la vitalité qui s'exprime du point de vue intellectuel, du point de vue littéraire, de l'organisation. Effectivement, à l'époque de l'Empire romain a été vaincu par une vitalité humaine bien supérieure à elle, puisque l'Empire romain était entré en décadence, c'est-à-dire que la plupart des Romains refusaient de mourir pour défendre leur pays, et cela, ça remonte déjà au moment où, à l'époque de Caton l'Ancien, les jeunes Romains, apprenant qu'il y avait au nord des Alpes des barbares, c'est-à-dire donc les ancêtres des Germains, qui attaquaient le nord de l'Italie, ont préféré se sauver dans la province d'Ifriqiya, c'est-à-dire la Tunisie et l'Afrique du Nord actuelle, plutôt que d'aller défendre Rome. Et donc progressivement, il s'est trouvé que le peuple romain, étant affaibli en termes de vitalité, de volonté de vivre et de se défendre, a été supplanté de ce point de vue-là par des peuples qui, eux, avaient l'énergie de se battre pour affirmer leur existence et qui n'avaient pas peur de risquer leur vie, de risquer leur peau, de risquer leur existence pour affirmer leur grandeur. Par contre, le peuple romain avait une vitalité, avait un savoir intellectuel, un savoir philosophique, un savoir technique, bien qu'on pourrait encore modérer les choses, notamment concernant le savoir technique des Gaulois, qui leur ont permis progressivement de s'imposer mentalement, spirituellement, au peuple qui, militairement, les avait conquis. Au niveau organisation sociale, juridique et militaire, ils ont été plus forts, mais après ils ont emprunté à la Grèce leur système philosophique. Mais à la fin, oui, progressivement. C'est pour cette raison que l'Europe, les fondements de l'Europe, c'est le monde gréco-romain christianisé qui sert de fondement à tous les peuples d'Europe qui se reconnaissent comme tels, nonobstant des différences nationales. Des différences nationales, comme les différences celtiques, les celto-sibériques ou germaniques ou autres. Voilà. Ou même magyars, même si les magyars ne sont pas de véritables indo-européens, mais bon, ils ont été assimilés totalement au monde gréco-romain et européen, et les Hongrois comptent parmi les grands peuples d'Europe. Oui, c'est un héritage commun aux Européens d'avoir des traces indo-européennes, plus ou moins à haute dose. C'est un petit peu la naissance du globalisme, non? Quelque part. Parce que globalisme, il y a un préjugé financier aussi derrière. Le globalisme, c'est-à-dire qu'à toutes les époques, ce qu'on appelle aujourd'hui, alors là on s'écarte un peu de notre sujet, mais c'est le problème de la mondialisation. La mondialisation a existé de tous les temps. Lorsque vous aviez les routes de la soie, vous avez déjà la mondialisation. La seule chose, c'est qu'avec le développement des moyens de transport, des moyens d'échange, la mondialisation, au lieu d'être limitée à quelques régions ou d'être assez ténue, des choses matérielles, c'est carrément les hommes, qui à rapprocher les continents et les peuples. Aujourd'hui, la mondialisation a pris un aspect mondialiste, c'est-à-dire qu'au lieu de respecter les identités des peuples et de maintenir de saines relations entre les peuples, elle vise à les fondre les uns dans les autres, à les confondre et à vouloir les asservir à un gouvernement mondial qui évidemment se retrouvera entre les mains d'une minorité. Donc il faut bien distinguer les deux choses. Donc le phénomène de colonisation est de tout temps. Alors nous allons continuer pour parler de l'Europe. Le phénomène de colonisation, l'Europe elle-même, après avoir subi différents phénomènes d'invasion, une gestation à l'époque mérovingienne, carolingienne, après avoir résisté aux invasions
musulmane, mais on pourrait dire aussi que l'expansion musulmane est une colonisation, dans la mesure où les musulmans étaient animés d'une foi et d'une vitalité telle qu'ils ont fini par conquérir L'Espagne. le sud du bassin méditerranéen, l'Iran, la Perse, D'abord, oui, ça va par là. et même de menacer Byzance avant de la conquérir totalement en 1453 sous la forme ottomane. Bon. Et l'Europe en elle-même, eh bien, à partir du XVIe siècle, avec sa vitalité, son savoir technique, et il faut bien le dire, l'apport métaphysique chrétien qui pousse l'homme à s'accroître, à se développer et à conquérir la terre, tout simplement pour la plus grande gloire de Dieu, de Major Dei Gloria, eh bien, l'Europe a connu une première vague de colonisation. Elle s'était étendue à travers le monde, notamment avec les Portugais qui ont constitué un empire thalassocratique essentiellement en Asie, puis après les Espagnols, mais aussi les Portugais au Brésil, en Amérique latine. Mais tout simplement parce que nous apportions non seulement une foi en nous, la certitude que nous avions le droit à exister, le droit à nous affirmer en tant que tel, et le tout accompagné d'un savoir supérieur au peuple extérieur, au peuple que nous conquérions, et notamment un savoir technique. Ouais, c'est ce qui était le plus important. Et avec le développement de la révolution scientifique, qui s'est progressivement opérée à partir du XVIe, XVIIe et surtout XVIIIe siècle, eh bien nous avons eu l'établissement d'une suprématie de l'Europe sur l'ensemble du monde, qui a amené ce phénomène de colonisation que nous avons eu tout au long du XIXe siècle, et dont nous n'avons pas à rougir. Ce phénomène de colonisation est tout à fait normal. Nous étions disons, les peuples européens, les peuples les plus vitaux de la planète, qui avaient la meilleure structure mentale de la planète, qui avions un développement technique supérieur à tous les autres. Il était parfaitement normal que nous étendions notre puissance à l'ensemble du monde. Même logique. C'était logique, c'était dans la nature des choses. Et aujourd'hui, lorsque nous entendons les responsables politiques aujourd'hui qui passent leur temps à se repentir, eh bien, il faut dire que ce sont des gens qui trahissent leur histoire, des lâches, et qui montrent simplement que l'Europe aujourd'hui, en un siècle à peine, s'est transformée d'un peuple conquérant, d'un peuple dominateur, d'un peuple sûr de lui-même, en un peuple de dégénérés. On est un peuple de dégénérés, et un peuple qui ne mérite aucun respect aujourd'hui dans l'état où il est. Il faut bien le dire. C'est la structure qui souffre plus que le peuple, parce que le peuple, lui, quand on lui poste un micro, en fait, l'ensemble, il pense quand même relativement la même chose. Les gens sont naturellement plus conservateurs, mais ils n'ont pas on leur a toutes les solutions à portée de main. Tout instinct de résistance, tout a été complètement tué. Mais c'est toujours pareil. Dans les phénomènes de développement de puissance d'un peuple, vous avez en même temps qu'un phénomène de développement, des facteurs de régression qui commencent à croître en même temps, qui se développent en même temps. C'est un petit peu ce que la pensée chinoise permet de comprendre avec les principes du yin et du yang, qui finalement deux principes contraires, qui s'assemblent, et il y en a un qui l'emporte un moment, l'autre qui l'emporte, et ce qu'il faut, c'est la voie du Tao, la voie du milieu, qui permet d'équilibrer les deux. Nous, actuellement, la voie du milieu, elle a été déjà dépassée depuis longtemps, puisque nous sommes tombés dans la voie de dégénérescence totale. Oui, les mouvements nationalistes amènent à une ère de prospérité, après les gens deviennent étourdis et feignants, et là, on repart un peu dans la balance. Et alors, le gros problème de l'Europe, c'est que lorsqu'elle est arrivée à son apogée, c'est-à-dire sa deuxième apogée, la première apogée, c'est celle du XIIIe siècle. Celle de Saint-Louis, celle de saint Thomas d'Aquin. Du siècle de saint Thomas d'Aquin, de Dante. Voilà. Ça, c'est la première apogée. La deuxième apogée, c'est, disons, 1850, 1920. 1900. Voilà. Et à partir de ce moment-là, déjà, l'Europe était en crise. L'Europe était en crise spirituelle, et le spirituel est ce qui commande, qui informe tout le reste. La France était déjà en crise à partir des miasmes qui remontent. On peut les faire remonter très très loin, on peut toujours trouver des origines. C'est du platonisme un peu de dire ça aussi, que le spirituel est... Oui. Enfin, c'est réel. Après. Mais c'est réel. Vous avez, je le rappelle tout le temps, mais vous avez les trois étages de la société. Vous avez le spirituel,
qui informe, qui anime, qui rend toute la vitalité à l'ensemble d'une civilisation. Parce que ça règle les mœurs, notamment, la société. Vous avez l'intellectuel qui permet d'expliciter, de mettre en forme, en pratique, les éléments apportés par le spirituel, et ensuite vous avez le matériel qui lui n'est animé que parce que vous avez les 2 étages précédents qui lui donnent vie. Bon. Et à l'époque, le spirituel, en France, a déjà été attaqué à travers différentes vicissitudes. Bon, même au Moyen-Âge, si vous avez la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, c'est qu'il y avait déjà des problèmes de pensée. Hein. Mais bon, on ne les a pas vus à l'époque. Ensuite, vous avez eu le problème protestant, qui a été une première rupture. Et ensuite, vous avez la rupture majeure, c'est 1789 en France, qui a jeté la gangrène à travers l'Europe. Tout simplement, une gangrène majeure, dans la mesure où vous avez eu ce renversement de mentalité, c'est-à-dire qu'à l'époque, auparavant, l'homme se savait un élément de l'univers avec des lois qui le dépassaient et qu'il devait respecter, alors qu'aujourd'hui, un ordre naturel. À partir de un ordre naturel, alors que depuis 1789, on a tendance à vouloir s'en affranchir. Ouais. C'est l'homme qui s'est mis au centre du monde et qui a dit qu'il était capable de dicter sa volonté à l'ensemble du monde. C'est sa raison qui l'emporte sur tout. Et à partir de là, c'est le commencement de la fin. Vous remettez tout en cause, vous vivez selon vos propres désirs, vos propres modes. Et c'est la fin de... C'est l'éclatement de la société. De tout ordre, c'est l'éclatement. Donc, effectivement, lorsqu'il y a eu cet apogée de l'Europe, elle a masqué ces phénomènes de pourrissement qui se développaient à l'intérieur. D'ailleurs que Salazar dénonçait un peu à votre manière dans un discours, je ne sais plus, mais post-45, en disant l'Europe sombre dans la lâcheté, d'un seul coup ils n'osent plus affirmer la supériorité qu'ils étaient capables de porter. Parce qu'à ce moment-là, le cancer des Lumières, parce qu'on peut l'appeler comme ça, avait finalement par métastasé partout, et il l'avait emporté. Il l'avait emporté. Oui, ça c'est vrai. Il l'avait emporté. Donc, alors après, évidemment, lorsque vous avez un phénomène de colonisation qui marque la vitalité d'un peuple, vous avez les peuples colonisés eux-mêmes, qui se nourrissent des apports du colonisateur. Ces peuples profitent de l'apport du colonisateur, s'en nourrissent, et ils se développent à leur tour, et progressivement, le rapport de force qui était en faveur du colonisateur commence à s'équilibrer en allant en faveur des colonisés. Votre cas rappelle celui de l'Algérie française, où la population entre 1830, début de la colonisation, et 1962 a plus que triplé. Plus que triplé. Et il est tout à fait normal que les peuples techniques, éducatifs, les peuples colonisés en profitent. Les frontières. L'Algérie fondée par les généraux. Qui a été fait par la France, qui est effectivement... nous avons construit toutes les routes, nous avons construit tous les chemins de fer, nous avons construit des écoles, nous avons assaini les plaines marécageuses comme la Mitidja, nous avons scolarisé nombre d'autochtones. Alors, le point faible, c'est peut-être d'y être allé avec l'idéologie républicaine. Alors, oui, le point faible, c'est l'idéologie républicaine, de transformer un le vrai protectorat problème, en colonie. et là justement, c'est une des faiblesses de la colonisation de l'Algérie, mais d'autres endroits aussi, c'est que nous y sommes allés, mais en n'avançant pas avec nos idées catholiques. Tout à fait. Pour la France. Ouais, c'est ça, avec des idées républicaines. Il aurait fallu se restaurer avant. Il faut rappeler une chose, c'est qu'en 1830, la France était déjà en crise. C'était Charles X. C'était Charles X. Mais la Révolution était passée par là. Et c'est ce que disait Villèle, qui a été Premier ministre de Charles X. Disait que nous, les ultras, nous n'avions pas compris que dans les années 1820, nous avions changé d'époque, nous avions changé de régime, de mentalité, de régime mental, et que plus rien n'était possible comme auparavant. Et effectivement, en 1830, lorsque le maréchal de Bourmont a débarqué, il a débarqué avec des prêtres, et en même temps avec l'idée de débarrasser, de nettoyer la Méditerranée des barbaresques. Mais l'affaire remontait antérieurement, et il y avait déjà les Américains, phénomène que l'on sait assez peu, qui étaient allés bombarder Tripoli. Puis les attaques de pirates et la réduction en esclavage sur les côtes méditerranéennes. Voilà. Il y a tout un antécédent.
Oui, mais ça remonte à très loin. Oui, avec les Ottomans et le port d'Alger. Et il s'est passé une chose avec la révolution de 1830, bon, que l'on peut sans trop se tromper de dire maçonnique en un sens, même si le terme paraîtra exagéré à certains. Eh bien, 6 mois après la sentence était prononcée, le maréchal de Bourmont était remplacé par le maréchal Clausel, qui lui était un franc-maçon. Un franc-maçon, et qui a tout fait pour empêcher que la France christianise les populations autochtones d'Algérie, alors que lorsque le maréchal de Bourmont a débarqué à Alger, les musulmans offraient leur mosquée pour les transformer en église. Preuve que leur foi n'était pas... Enfin, ils ne croyaient peut-être plus aussi autant que ça. Mais ce sont des... Mais bon, c'était des gens qui étaient souvent convertis à l'islam par la force à l'origine. Ouais. Et là, par la force, ils allaient se convertir. Ils reconnaissaient le vainqueur. Bon, si la foi du vainqueur était... Si le vainqueur était là, c'est parce que sa foi était la plus forte. Et vous avez la même chose en Chine. De copier les vainqueurs, c'est très connu. Même là, après 1945, on copie tous les États-Unis. Mais voilà. Mais on parle de spiritualité, vous avez la même chose en Chine. La démarche d'un des derniers ministres des Affaires étrangères de la dynastie Mandchoue avait envoyé l'un de ses secrétaires d'ambassade, qui est devenu d'ailleurs moine bénédictin, dont Lu Chen, en lui disant « Mais si les Européens nous ont conquis, nous les Chinois, les Chinois se considéraient comme les meilleurs, il sait que les Européens ont quelque chose de plus que nous. Certes, ils ont la technique, mais s'ils ont eu la technique, c'est qu'auparavant, ils avaient une mentalité qui leur avait permis d'acquérir cette technique. Et s'ils ont eu cette mentalité provient d'une spiritualité particulière. Et cette spiritualité particulière, c'est le christianisme. Alors je vous demande d'aller en Europe, de vous instruire de cette mentalité, de cette religion. Un ministre chinois qui lui proposait ça. Et d'aller à la source même, la plus pure de cette religion, qui me semble être Rome, le catholicisme romain. Et vous irez là-bas, vous apprendrez, vous vous en instruirez, et vous nous ramènerez ce savoir chez nous pour que nous nous en fortifions. Il avait parfaitement compris les choses. Et dans un phénomène de colonisation, comme je le répète, il est tout à fait normal que le colonisé s'inspire, prenne tout du colonisateur. Et nous, de ce point de vue-là, ce qui prouve que nous étions puissants par certains côtés, mais que nous étions déjà en décadence, puisque nous n'avons pas su imposer notre foi, notre système de pensée, notre système métaphysique, notre religion à ces peuples. Ce qui est là déjà un aveu de faiblesse. Et aujourd'hui, il faut carrément s'excuser d'ailleurs. On est passé à un autre stade, et dans cette mentalité un peu de repentance victimaire qu'on connaît énormément, et dont la Shoah est d'ailleurs peut-être le premier sujet. Après il y a l'esclavage et toute une série avec les Africains. Et alors il se passe historiquement dans les phénomènes de colonisation la même chose à peu près partout, c'est que le peuple colonisateur, à un moment ou à un autre, donc, s'affaiblit de l'intérieur, peut-être vivant ce que l'on pourrait dire des délices de Capoue, si l'on peut dire, se reposant sur sa puissance, sur ses lauriers, et progressivement se trouve en position de faiblesse par rapport aux colonisés. Ça, et l'Europe aujourd'hui, on est là. Mais avec ce phénomène aggravant, c'est qu'aujourd'hui, les Européens, en crise spirituelle, rejettent en grande partie le christianisme. Déjà, pour la plupart des jeunes générations, ils ne savent même pas ce que c'est. On ne leur apprend plus leur histoire. Ensuite, le pouvoir est passé aux mains de ce qu'on appelle, de ce que j'appelle, et ce que dans nos milieux on appelle avec juste raison, les anti-européens, l'anti-civilisation. Et en France, nous avons des gouvernements d'anti-France depuis que des gouvernements républicains se sont installés en France, depuis 1789 pour tout dire. Pour donner une date clé, même s'il y a eu des rémissions, les choses ne sont jamais totalement linéaires. Et nous en sommes aujourd'hui, finalement, trahis par nos dirigeants, trahis par une classe politique qui apparemment est européenne, apparemment est française, mais qui en réalité, mentalement, a complètement déserté notre civilisation. Et il n'est pas étonnant que les phénomènes de décolonisation qui sont produits dans les années 50 aient été aussi rapides, aussi massifs, et se sont traduits non pas
par des relations véritablement de partenariat qui nous auraient permis de continuer à faire notre œuvre civilisatrice chez ces peuples-là, mais finalement par des ruptures et puis la mise en accusation de nous autres, les colonisateurs. Et de ce point de vue-là, vous parliez de Salazar tout à l'heure. Salazar est peut-être sûrement le dirigeant européen qui avait mieux compris les questions de colonisation. Lui, il avait l'Angola à l'époque. Quand vous regardez, la France, l'Angleterre dans l'ensemble, au début des années 60, ont complètement lâché pied par rapport à leur colonie. Oui. Par rapport à leur colonie. Résultat, ce sont des pays qui étaient à peine sortis disons émergents, non? Émergents, non, mais ils avaient quelques infrastructures, mais sortis de leur stagnation millénaire. Il leur manquait des cadres, il leur manquait des structures. Alors là, effectivement, on peut dire que les colonisés ne leur avaient peut-être pas encore donné tous les moyens de constituer les cadres qu'il leur fallait et autres. Ça, effectivement, la colonisation n'est pas parfaite, et je suis le premier à reconnaître qu'il y a eu des erreurs. Mais bon, rien n'est parfait dans le monde. Mais on les a lâchés, et résultat, ces gens-là n'ayant pas d'industrie, n'ayant pas de développement, n'ayant pas d'économie libre et même d'infrastructure, eh bien, qu'ont-ils fait? Ou ils sont sombrés dans la misère, ou alors ils sont venus chez nous. Ils sont remontés dans l'ancienne métropole. En tout cas, ils se sont sentis abandonnés dans les deux cas. Voilà. Alors que Salazar avait parfaitement compris qu'il fallait continuer à investir dans ces pays-là autant que dans la métropole, pour permettre à l'Angola et le Mozambique, pour l'essentiel, pour leur permettre de fixer les populations indigènes sur leur sol, et de permettre à ces peuples-là progressivement d'acquérir un développement endogène, un développement autonome. Alors la seule chose, c'est que la colonisation, contrairement à ce que l'on nous dit partout, et là c'est il faut tordre le cou à une pseudo-vérité galvaudée dans les médias, c'est que la colonisation ne nous a pas enrichis. La colonisation n'a pas enrichi l'Europe. Au contraire, elle nous a appauvris. Elle nous a appauvris. Il suffit pour l'Algérie de prendre les livres de Lefebvre, de Daniel Lefebvre, qui a écrit d'ailleurs des livres Chère Algérie, dans lesquels il détaille combien l'Algérie n'a pas enrichi la France. Alors elle a peut-être enrichi des Français, mais elle n'a pas enrichi la France. Bon. Oui, il avait intervenu sur les plateaux télé face à Boutelja. Voilà. Je me souviens Jacques Marseille a fait les mêmes développements. Et on peut dire que si le Portugal était en 1974, au moment où le régime de l'État portugais mis en place par Salazar a été renversé par les colonels, la révolution des œillets, c'est tout simplement parce que le Portugal avait englouti une très grande part de ses richesses dans le développement de ses colonies. Et quand on nous dit aujourd'hui que nous nous sommes développés sur le dos de la colonisation, eh bien, si c'était vrai, nous devrions être, l'Europe, la France, le Portugal devrait être immensément riche, et l'Allemagne, le Danemark, tous ces pays-là, et la Suisse devrait être immensément pauvre puisqu'ils n'avaient pas de colonies. Ou l'Allemagne, si elle a eu des colonies, ça n'était pas dans 30 ans. Oui, c'est tout petit. Et l'Allemagne a la première force économique d'ailleurs. Juste une toute petite objection concernant en fait les royaumes d'Angleterre et en fait de Hollande, parce que alors eux, ils ont vraiment fait leur beurre en taxant, en faisant la guerre, en guerroyant, en pompant, en faisant des garrots. Les Anglais avaient moins de caractère humaniste, on va dire. Ouais. Oui, non, mais surtout, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils rackettaient des États voisins pour profiter en fait de ces fameuses richesses qui ramenaient de ces pays, surtout de l'Amérique latine. Oui, mais c'était toujours des minorités. C'était pas l'ensemble des peuples. Oui, et après c'est l'exaction aussi de conquistadors en Amérique latine. Ah, ça, alors là, si on remonte à la colonisation de l'Amérique du Sud, effectivement, il y a eu des conquistadors qui se sont mal comportés et autres, mais en général, la couronne espagnole a tout fait pour mettre pour fin les tempérer, avec l'Église. Pas pire que les Anglais ne se sont comportés pour en fait la conquête de l'Ouest. Voilà, les anglo-saxons, la conquête de l'Ouest. Mais c'est vrai que là, on a, en termes de pays, parlé plutôt du Portugal. Je ne sais pas, ça s'est orienté là-dessus parce que j'ai cité Salazar. Mais par rapport à l'Espagne, d'ailleurs, vous avez dit que voilà,
Et les morts, les musulmans sont remontés jusque-là d'ailleurs, et après le califat. Et alors en termes de colonisation, qu'est-ce que ça marque comme fracture, la Reconquista et ce qui se passe après pour l'Espagne dans son histoire? Alors effectivement, il y a eu une forme de colonisation de l'Espagne dont on n'a pas parlé. Bon, enfin, à l'échelle de la planète, c'est une colonisation mineure, limitée et territorialement. Ouais. Mais effectivement, elle a laissé des effets énormes parce que le monde musulman était un temps remonté même au-delà des Pyrénées, Narbonne, la Septimie. Oui, aussi le Midi voilà. français. Faut jamais oublier que des batailles décisives ont été faites à Poitiers, par exemple. Ah non, il faut jamais oublier. Mais non, mais voilà. Et c'est progressivement avec la reconquête que le monde musulman a été balayé, chassé avec l'arrivée chassé d'Espagne. repoussé. Et il est quelqu'un qui avait parfaitement compris le processus qu'il fallait continuer. C'était le cardinal Jiménez de Cisneros au XVIe siècle qui avait compris que maintenant que le royaume de Grenade avait été reconquis à la chrétienté, il fallait poursuivre au-delà et passer en Afrique du Nord et continuer à notre tour. Soit c'est nous, soit c'est eux, alors allons-y. Mais il avait parfaitement... Ce qui explique d'ailleurs que aujourd'hui il y a encore les présidios espagnols sur la côte oui, c'est vrai qu'il y a encore Ceuta, Melilla, les îles Almucenas... Même les noms Ibiza et tout ça, ça peut faire un peu... Quoique même en Espagne, il y a des noms un peu arabisants. Ah mais oui, non mais je crois qu'il y a 19% de mots plus ou moins arabisants dans le langage administratif. Ils chantent un petit peu comme des orientaux, un peu comme les Grecs et tout. Il y a un passé culturel, mais ça de toute façon, bon, ce sont les... Puis même aussi la prise de Tolède a permis de se renseigner un peu sur la philosophie grecque que les Arabes avaient traduite. Oui, et après, on a évité leur... mais la philosophie grecque peut-être, mais vous savez, la philosophie grecque, elle arrivait aussi par l'Italie, par les échanges avec les Byzantins. Après, il y a le Mont Saint-Michel, comme dirait l'autre, Guggenheim, mais après c'était des parcelles. Quoi, Donc, non. Mais l'idée, effectivement, du cardinal de Cisneros, c'était de poursuivre la reconquête et d'inverser le processus lancé par les musulmans en 632 et finalement de... C'est ça, de s'y mettre à son tour. Et puis après, le Maghreb, ça a donné en fait en Amérique latine, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique latine. Bon, après, on a conquis l'Amérique latine. De la Reconquista à Charles Quint, quoi. La seule chose, c'est que l'Afrique du Nord avait été christianisée sur la frange côtière. Les tribus de l'intérieur l'étaient assez peu, et un pays comme le Maroc est passé quasiment instantanément du paganisme à l'islam. Il n'est pas passé par le christianisme. Le christianisme était juste au nord, dans la région de Tanger, dans la Mauritanie tingitane. Oui, c'est le seul pays dans ce cas-là, et qui a une vieille histoire nationale aussi, pour le Maroc, d'une monarchie assez établie depuis des siècles. Donc, mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous n'avons pas à rougir de la colonisation, que la colonisation est un phénomène normal. Et si l'on regarde aujourd'hui, eh bien, il y a une autre colonisation qui se produit, c'est la colonisation de l'Europe. Par peuplement. Par peuplement. Par démographie. Et là encore, alors on nous dira que l'Europe conserve une supériorité technique. Mais par contre, elle a perdu plusieurs supériorités. Et la première, c'est la supériorité spirituelle, parce qu'elle ne sait plus qui elle est. Elle ne croit plus dans son fondement spirituel qui est le christianisme, l'helléno-christianisme, et non pas le judéo-christianisme. Ça, il faut le préciser, c'est l'helléno-christianisme. Le judéo-christianisme, ça n'existe pas, ça. Ce sont des inventions de Vatican II et de tous ceux qui n'ont pas bien compris leur histoire. Ou alors, à la limite, des communautés juives converties au christianisme dans le 1er siècle. Ou des communautés juives. On peut s'arrêter là après, je pense. Voilà. Mais bon, tandis que les autres peuples, eux, ont une foi en ce qu'ils sont. Ils ont une mémoire de leur passé. Donc ils pensent à l'avenir, donc à la démographie, à l'éducation, aux jeunes générations. Voilà. C'est ce que nos élites appellent des sociétés archaïques. Oui. Et donc, tous ces peuples-là, eux, effectivement, produisent un phénomène de colonisation chez nous, parce que nous sommes en décadence, et nous avons perdu un certain nombre de savoirs fondamentaux qui font la puissance et la grandeur d'un peuple. Et d'ailleurs, on le constate sur quelques décennies, ça, d'ailleurs. Ça ne peut que s'aggraver si on ne s'en réveille pas. Mais voilà. Mais là, ce n'est même pas la peine de vouloir moraliser les choses sur la colonisation. La morale n'existe pas. C'est la loi du plus fort, c'est tout.
C'est une question de rapport de force. Ouais, il faudrait... Et après, comme vous dites, il y a la force militaire, intellectuelle, culturelle, technique, Voilà. et ça va ensemble. Ouais. Alors, il est bien sûr que ceux qui viennent actuellement nous coloniser vont s'instruire de ce que nous sommes, acquérir du savoir technique, assimiler un certain nombre de choses. Puis ils ont la complaisance du régime aussi. Mais autrement, eh bien, c'est une colonisation à l'envers qui se produit. L'individu qui émigre, pardon. Oui, Ah, immigre pour nous. Oui, enfin, oui. ça dépend Oui, mais le Mais pour comment on colonisateur, place le vrai, c'est celui qui tire les ficelles. Parce que, en fait... Normalement, moi, c'est une moi, aristocratie j'aime bien qui colonisait l'idée- avant. Mais... Moi, j'aime bien l'idée du pauvre malheureux qu'on vient déraciner, parce que c'est vilain, c'est pas ouais, il gentil. y a de ça. Déjà, en fait, de déraciner une personne, je vois pas pourquoi, en fait, on va chercher des gens pour... Après, ils vont devenir paumés. Je vais quoi. peut-être faire mon communiste, hein, mais c'est le grand capital qui attire cette catastrophe, en fait, cette marée humaine. Ah, mais là, c'est la mondialisation. Là, Ouais, c'est- puis il y a là, c'est toute la encore autre mentalité qui chose. va avec. Et puis, Mm. ça c'est sur plusieurs paramètres. Ça veut dire qu'en fait, moi, il y a certaines personnes qui voient en fait le problème de cette façon-là, c'est-à-dire qu'en Europe, il y a trop de riches, il y a trop de gens qui ont trop d'argent, et Puis un c'est fossé, une minorité, ça représente 3-5% de la population, et alors ceux-là, en fait, non contents en fait, de peser trop lourd sur, la population européenne, se disent « Ah il n'y a pas assez de pauvres, on va en rajouter, on va aller en chercher. Il y en a, hein, Mais on en a plein. On peut Mais là, aller les aujourd'hui, chercher. la colonisation, c'est même plus là vous parlez du point de vue économique, là, Ouais. c'est envisagé d'une autre manière. C'est vrai, oui, c'est une autre forme de guerre là. Là, c'est très une différente. forme de guerre. Mais après, les masochistes qu'on a au pouvoir, et puis avec toute l'idéologie de repentance, on pourrait dire que Non, mais- dans ce genre d'état d'esprit, la France pourrait demander des dédommagements actuellement à l'Italie et l'Allemagne pour les invasions romaines et franques. Mais On peut- bien sûr, non, mais On peut demander de remonter- s'excuser. mais on peut remonter à l'infini. Ah comme oui, ça, oui, on peut remonter à on peut l'infini. même accuser les Indo-Européens oui, d'avoir mis fin au matriarcat chez nous. et je sais pas Il y a quoi. quelques francs-maçons dans le coup quand même. On peut même- oui, non, mais à ce moment-là, on en est là. On va demander des indemnités à tout le monde. Hein. Ah oui, là, ça s'arrête pas là. Voilà. Non, mais aujourd'hui, bon, il faut mettre fin à tout ça. Il faut mettre fin à Oui, tout c'est ça. ça. Ah oui, il faut siffler à la fin de la récré là. parce Par que- n'importe quel moyen, quoi, en fait. Voilà. Non, mais aujourd'hui, il les faut moyens bien dire, moraux et il faut légaux. bien dire que nous devons être fiers de notre colonisation. Nous devons être fiers de ce que nous avons mis fin, parce que c'est un autre aspect dont on n'a pas parlé, mettre fin à l'esclavage. Mhm. Parce que les seuls peuples du monde qui ont mis fin à l'esclavage, qui était la chose la plus répandue à travers le monde, c'est quand même les Européens. Oui, c'est vrai. Ce sont les Et Européens. Oui, d'ailleurs, alors, une question. ironiquement, Comment ça s'appelait avant qu'on appelle ça, nous les Européens, avant qu'on appelle ça de l'esclavage, c'était quoi en fait? c'était le servage, c'était le fait de perdre une guerre et d'être réduit. Et voilà. Alors, Mais ça, oui, ça veut mais- bien dire qu'à un moment donné, si vous voulez, il y a quelqu'un qui est arrivé et puis qui en fait a inventé par jeu de mots, en fait, et qui a redéfini ce que c'était qu'en fait que cette méthode de... L'esclavage. Ouais, après il y a eu l'humanisme qui a desserré un peu les taux, le Oui, voilà. christianisme, bon, il y a Les seuls peuples qui ont aboli l'esclavage, ce sont les peuples chrétiens. Et d'ailleurs, même le fascisme italien. Ah bah, et oui, bon, déjà nous en France, l'esclavage a été aboli par Louis X Oui, en 1315. ça remonte. Première chose. Ensuite, s'il a été maintenu dans les colonies, c'était bien souvent pour des questions Économiques, peut-être, économiques mais- et autres. Et puis, aussi de relations de bon voisinage, parce que en fait, si vous voulez, quand on arrivait dans des pays où en fait leur tradition était de réduire à l'esclavage certaines des personnes, des Ouais, populations les voisines, tribus africaines. on n'allait pas leur enlever cette... Du jour au lendemain. il faut Ouais, bien ouais, dire ouais. que l'esclavage en Afrique, il n'a pas été créé par les Européens. Ouais, non, ils ont. Les- Le commerce en ils Afrique sont a arrivés profité. sur place, tout était prêt. Comme Il y avait C'est déjà ça, une ouais. traite, il y avait déjà une traite esclavagiste à l'intérieur de l'Afrique, Ouais. et c'était les royaumes côtiers qui eux-mêmes approvisionnaient les colons par échange de marchandises en esclaves qu'ils allaient chercher à l'intérieur des terres. Ce ne sont pas les Européens qui sont venus voir les royaumes africains en leur disant dites donc, amenez-moi des esclaves. Il faudrait demander à Non, c'est pas Madame passé Asia comme ça. si tout ça est autorisé de raconter ces choses-là, mais moi je suis un peu d'accord avec vous. Hein. On est borderline là. Bon. Ouais. Et alors, mais en gros, et en plus, si on aborde la question de l'esclavage, en Afrique, vous avez trois types d'esclavage. Le premier, c'est l'esclavage interne à l'Afrique. Ce sont les Africains entre eux qui se réduisaient en esclavage. Ensuite, deuxième esclavage, l'esclavage musulman.
la traite des esclaves musulmanes. Qui a été un peu plus radicale, un peu plus nombreuse et qui a duré de l'an 600-700 jusqu'à 1850-1860 avec Zanzibar. Ça a dû faire 14 millions d'hommes, un truc comme ça. Vous aviez dont 2 millions d'Européens d'ailleurs. Un des personnages les plus riches d'Afrique qui s'appelait Tipo Tip, sur l'échelle des en Tanzanie, là, en allant jusque dans le Tanganyika, qui vivait de la traite de l'esclavage. Ceux qui ont mis fin en grande partie à l'esclavage dans l'est du Congo, ce sont des Belges, d'ailleurs, qui certains l'ont payé de leur vie. Et comme vous disiez tout à l'heure, c'est Mussolini, en 1935, quand il a conquis l'Éthiopie, qui a mis fin à l'esclavage dans la région. Le fascisme qui met mal à l'esclavage, ce soi-disant mal absolu qui met fin à l'esclavage. Il y a quand même des vérités qu'il faut rétablir. Et vous avez eu raison de dire que finalement tous les peuples l'ont connu. D'ailleurs, même l'Europe de l'Est avec les Slaves, en anglais slave. Voilà, le mot est quand même significatif. Le mot esclave vient de slave. C'était tous ces slaves, ces grands hommes bleus aux yeux bleus, qui étaient vendus sur les marchés d'esclaves à Constantinople. Voilà. Donc aujourd'hui, l'esclavage, non, il y en a assez. Il y en a assez. Alors effectivement, l'esclavage, c'est pas beau, c'est pas bien, c'est pas... Oui, d'accord, je suis tout à fait d'accord. Mais seulement, ceux qui ont mis fin à l'esclavage sur la planète, ce sont les Européens, donc ça suffit. Puis aussi, par rapport à l'Afrique du Sud et la fin de l'apartheid, j'ai l'impression que ça ramollit un petit peu un peuple de profiter de l'esclavage parce qu'on ne fait plus les tâches soi-disant qui rabaissent, on en profite, on veut que l'immigration perdure et tout ça. Mais ça, c'est un des aspects des peuples... Mieux vaut s'en sortir de... Ah mais là, c'est un des aspects des peuples dominants. Les peuples dominants finissent toujours par se reposer sur leur puissance, sur leur laurier, le confort, et progressivement, ils entrent en décadence. C'est pour ça qu'on dit que l'éducation, c'est vrai que c'est une violence qu'on fait à soi pour s'élever, en fait, parce qu'on est obligé de se contraindre. Ah ben, on est obligé, oui. Sinon, on est au sous-sol comme aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, le problème, nous, c'est la crise de la composante spirituelle européenne. Tant qu'elle ne sera pas rétablie, on ne se sortira pas vraiment. Alors effectivement, il va y avoir un sursaut des peuples à un moment ou à un autre, une reconquête, les pseudo-élites que l'on a aujourd'hui, la technocratie, tout ce qui existe aujourd'hui, ce sont nos ennemis. Il faut les mettre hors d'état de nuire. Ça, c'est sûr et certain, et je pense qu'à un moment ou à un autre, il va se produire un sursaut des peuples. De même qu'en Chine, vous avez eu les révoltes des turbans jaunes, des turbans rouges, qui chassaient les élites corrompues, les élites perverties, délégitimées, qui, comme on disait à l'époque, avaient perdu le mandat, et qu'on dit encore aujourd'hui même, le mandat du ciel, c'est-à-dire avaient perdu toute légitimité. Eh bien, chez nous, aujourd'hui, nos élites ont depuis longtemps perdu, nos élites pseudo-élites, dans lesquels, pour moi, je ne me reconnais pas, ce sont simplement des ennemis, c'est tout des traîtres. Eh bien, ils ont perdu le mandat du ciel depuis longtemps, et il faut que les peuples retrouvent leur puissance. Alors on nous dit c'est le populisme, c'est contre les élites. Non, un peuple, c'est une communauté organique dans laquelle les meilleurs tirent le peuple vers le haut, et il y a une osmose qui se crée entre le bas et le haut. Ce sont les élites qui sont au service du peuple, qui le tirent, qui se nourrissent elles-mêmes et qui font grandir la communauté nationale vers quelque chose de supérieur. Aujourd'hui, les pseudo-élites que nous avons nous détruisent. Donc ça suffit, c'est fini. Comme en Chine, on dirait, comme je l'ai dit, elles ont perdu le mandat du ciel depuis longtemps. Ouais, en fait, entre l'État et le peuple, il y a un intermédiaire, l'aristocratie, et puis après tous les échelons sociaux qui font qu'on se développe petit à petit. Et voilà. Donc aujourd'hui, on n'a plus bon. Aujourd'hui, le problème, c'est ce problème spirituel, et ensuite ce problème de ces pseudo-élites dégénérées qui sont en train de nous détruire. Et voilà. D'ailleurs, cette élite dégénérée qui nous vient un peu de la massification de l'enseignement, qui culmine avec mai 68, où on a tout nivelé par le bas, et tous ces sous-prolétaires qui ont pu monter socialement assez facilement sont en quelque sorte des parvenus, et les parvenus sont devenus majoritaires, qui étaient très mal vus sous la Romantique. Oui. Soit on était un bourgeois depuis longue date, on avait une éducation qui nous permettait... Le problème n'est pas cette question des sous-prolétaires. C'est encore plus profond.
Le vrai problème, c'est que on ne doit pas donner une sous-éducation à des gens qui sont appelés en fait à mener avoir de grands projets. Qui doivent avoir de grands projets et qui doivent assurer des postes c'est une erreur parce que il vaut mieux être dirigé par des gens vertueux. Voilà. Et c'était le propre du national-socialisme. Mais oui, mais c'était le propre du national-socialisme. Réduction à l'envers. C'est que justement l'idée, c'était de tirer du meilleur du peuple, de chaque classe du peuple, de chaque catégorie sociale du peuple, les meilleurs éléments pour les faire monter au sommet et pour les faire servir la communauté nationale. Une société du mérite. Une société du mérite. Bon, alors on nous dira que la République avait fait la même chose. Oui, sous la Troisième République. Sous la Troisième République. À ceci près que ça a été fait en grande partie parce qu'on avait besoin de cadres pour faire fonctionner le pays. Bon, mais après, ça a été fait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, vous avez une ossification de la société, vous avez une sclérose sociale. On dit l'ascenseur social ne fonctionne plus d'ailleurs. Et oui, vous avez les classes supérieures qui restent supérieures et les classes inférieures qui restent inférieures, ou alors on va essayer de les faire monter, notamment pour les minorités allogènes, en leur donnant des postes droits. Pour décrédibiliser en fait ces sociétés de méritocratie, il fallait casser les corporations. Ouais, c'est Parce que, préalable. si vous voulez, c'est un des premiers maillons, selon moi. Quand s'est déroulé, si vous voulez, tous les dégâts qui ont suivi la Révolution française, la décorporatisation de la société a entraîné, en fait, si vous voulez, pas un dégoût, mais un désintéressement pour la méritocratie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est arrivé en fait ce moment-là, en fait l'âge d'or de l'employé de bureau, c'est-à-dire celui qui se lève, puis qui va à son boulot, puis qui remplit, qui met des coups de tampon sur la table, et puis qui arrête, qui reprend le métro, c'est le fameux métro boulot dodo, c'est apparu en fait au 19e siècle, enfin tardivement quoi. C'est un homme qui se dégénère un petit à petit, il fait plus rien ni par mérite, ni par goût, il fait ça pour survivre ou vivre. Grâce aux mathématiques, il arrive à monter en dehors de toutes valeurs humaines. C'est-à-dire qu'en fait, là d'un seul coup, la méritocratie devient en fait une prison, parce qu'en fait, ça n'est que le carriérisme après. Le carriérisme, ça n'est que si tu fais les choses bien. C'est une sclérose progressive de la société. Bon, vous aviez on parlait de la Chine tout à l'heure, vous avez le même système en Chine avec le système du mandarinat qui fait que progressivement la société chinoise se bloquait et ne comprenait plus rien au réel, à ce qui se passait. La même chose. Vous avez fait référence aussi au discours de Jules Ferry par rapport à cette supériorité, infériorité. Discours très prisé par les gauchistes, disant que c'est très raciste, alors qu'il y a quand même un message universaliste dedans, au contraire, puisque même s'il les décrète inférieurs, il dit qu'il faut les élever à notre niveau. Donc c'est assez universel pour du racisme hardcore. Oui, mais là encore, c'était l'idée que nous étions un peu plus supérieurs et que nous devons apporter le savoir aux autres peuples. C'est ça, cette croyance-là, oui. Et diffusée donc par la Troisième République, tout simplement. Oui. De toute façon, et c'était, disons, quelque chose d'inévitable. Lorsque vous êtes fort, vous vous étendez sur les plus faibles. C'est tout. Oui, ce sont les lois de la vie. Ce sont les lois de la vie. Il n'y a pas de morale là-dedans. Il n'y a pas de morale. La loi de la chute des corps, elle n'est pas morale, elle est physique. C'est c'est vrai, c'est quelque chose de physique. On pourrait presque dire qu'il y a une physique de l'humanité comme il y a une physique de la matière. Bon, en tout cas, dans le traitement, je repère un petit peu une actualisation de Jacques Foncart-Dassach. D'ailleurs, ça fait penser aux doctrines du nationalisme de traiter chacun des pays d'Europe par rapport à leur histoire et doctrine, même si après on a vu la période un peu plus contemporaine, disons. Donc après je pense qu'on a fait un peu le tour, sauf si vous voulez ajouter quelque chose à propos d'immigration, esclavage, histoire, la colonisation, les bienfaits, les méfaits, la vitalité, messieurs. Le Covid. Ça c'est... Quand même, attendez, il faut faire du buzz là. De toute façon... qu'on fasse du clic là. Oui, mais mais de toute façon... Il fallait faire dès le début. De toute façon, pour conclure, c'est simple. Dominer ou être dominé. Ouais, Voilà. Bon. Et donnons-nous les moyens, nous Européens aujourd'hui, de ne pas être dominés, non peut-être pas pour l'instant de dominer les autres, puis de toute façon, mais au moins d'être maître chez nous, de retrouver notre grandeur, notre fierté, et puis nettoyer
nos sociétés, Les écuries d'Augias. nettoyer les écuries Non, ça, c'est déjà d'Augias, fait, ça. à commencer, Ça concerne nettoyer notre société, disons, de tous ces éléments Copyright. endogènes qui la détruisent, Mm. à commencer par ces pseudo-élites. Oui, Voilà. oui, Et surtout le magistère qui est à l'origine de tout, le magistère maçonnique, et puis aujourd'hui, plus que jamais, le magistère du judaïsme politique qui Jacques Attali avait fait l'éloge qui en se donne disant, des prévôtés qui vont au-delà de ce qu'ils de représentent. leur prérogative. Jacques Attali disait que en fait, finalement, les gens se sont détournés de tout ce qu'ils avaient, la République, l'ancienne République et le christianisme. Donc il ne restait plus que nous pour incarner la direction à prendre, quoi. Oui. Il le présente un peu sous de beaux jours, hein, mais Oui, mais même la il admet que c'est effectif, quoi, en tout cas. Mais même là, dernièrement, si on parle de judaïsme politique, il suffit de reprendre des déclarations de l'intelligentsia juive aux États-Unis, qui n'arrêtent pas de dire, finalement, c'est nous qui avons formé les mentalités de l'Amérique, c'est nous qui détenons... Vous pensez au livre d'Hervé Rissen, peut-être, à l'occasion? Non, mais oui, Hervé Rissen en a parlé. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a été embastillé. mais vous avez des déclarations référencées, d'ailleurs, qui vont paraître dans le Militant d'octobre. Et vous avez même... et cet article va paraître, a été écrit par un de nos collaborateurs, qui traite de Joe Biden, les élections États-Unis. Le candidat crypto-communiste démocrate qui, en gros, fait l'apologie de la domination juive sur les États-Unis. Au point que, en reprenant des discours de 2013, au point qu'il y a certains juifs qui disent bon, vous en faites trop, vous en faites un peu trop, mon ami. Vous en faites un peu trop. C'est rigolo. Mais ça va paraître dans le numéro d'octobre. Ah, ouais. On attend ça avec impatience. Mais sur ces valeurs de domination, vous rappelez des principes assez masculins, à l'air de rien. Serait-ce le patriarcat des Indo-Européens qui... Ce ne sont pas des principes de patriarcat ou de C'est virilité, universel. ce sont tout simplement des principes de volonté de vivre, de volonté d'exister, de connaître les lois du réel et de s'y conformer pour ne pas y succomber. C'est nous ou les autres. Vous savez, cet ouvrage, La Constitution essentielle de l'humanité, le nom de l'auteur m'échappe, le 19e siècle, et par honnêteté, donc il avait analysé leur naturel et il tirait les mêmes conclusions que vous avant de se convertir au christianisme, et ensuite il a fait, c'est Le Play. Voilà, je pense à Le Play. Non, Frédéric Le Play, exactement, oui. Ouais, très bien. Écoutez, je pense qu'on n'a plus rien à ajouter. Merci monsieur, on a fait un bon tour du phénomène de colonisation. Oui, voilà, oui. Bon. Avec la décolonisation, l'immigration engendrée, notre faiblesse, puisque la faiblesse vient avant du peuple concerné plus que de l'hostilité qui lui est faite au final, puisque s'il y a une hostilité et qu'on se défend, c'est un peu comme un bouclier, la lance se casse dessus. Il y avait peut-être encore un tout petit alinéa, alors là je sais pas, je suis quasiment sûr que vous allez encore pas être de mon avis. Tu vas faire l'éloge de Staline. Non, pas du tout, c'est sur la double nationalité. Et pourquoi j'en parle maintenant? C'est parce qu'en fait, je pense à il y a plein de ressortissants en fait, binationaux qui se sont soit retrouvés en fait, enfermés, c'est-à-dire bloqués en France, ou alors dans leur pays binationalité, quoi. En fait, là, avec l'exemple Covid, on voit bien qu'en fait, que ça a été un sucre, cette histoire de binationalité. C'est une énorme arnaque, c'est un placard républicain pour assurer d'une personne une certaine, en fait, on va dire, qu'elle reste passive le temps dans son existence dans le pays accueillant. C'est-à-dire là, en fait, en l'occurrence, c'est la France. Même avec le Covid, de toute façon, on avait compris le problème, mais... Ouais. En gros, ça va rien leur servir du tout. En fait, c'est pas une sécurité, la double nationalité, c'est même un danger, en fait. De toute façon, la double nationalité ne devrait pas exister. De même qu'on ne doit pas servir Dieu et Mammon, on ne peut pas servir de maître, on ne peut pas servir de patrie. Alors, si on est par exemple né d'un père, un père blanc et une mère rouge, si on veut dire, évidemment on a un pied dans les deux, mais à un moment ou à un autre, on choisit. Et si soi-même on n'ose pas trop choisir, la génération d'après est obligée de choisir, d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est un peu comme avec les musulmans radicaux et les modérés, entre guillemets. Les modérés
pas assez affirmatifs, donc soit ils suivent, Mais soit ils suivent les musulmans, radicaux, au final, par oui. pression sociale, hein, je veux Oui. dire. Le problème des musulmans, vous savez, vous avez l'islamisme. Si vous prenez les anciennes encyclopédies, les anciens dictionnaires, vous trouvez partout islamisme, doctrine de l'islam. C'est seulement depuis une trentaine d'années qu'on nous explique que l'islamisme, c'est l'aspect radical de l'islam. Non, Oui, non. c'est la doctrine de... Après, il y a l'islam. c'est juste une Alors, lecture littérale. Ensuite, vous avez les mentalités. Vous avez les mentalités. C'est Alors, ce à quoi on selon pense, que ouais. vous êtes enfin, vous êtes enclin à la modération ou à prendre les choses avec recul, ou alors vous êtes à prendre les choses au pied de la lettre, vous allez vous transformer en ce qu'on appelle aujourd'hui un musulman modéré Fondamentaliste. ou un musulman fondamentaliste. Voilà. Oui, c'est la seule différence. Oui, c'est une analyse un peu sociologique plus que. Mais Essentiel. il est sûr qu'aujourd'hui, un musulman fondamentaliste, enfin, mais même un musulman qui lit la lettre du Coran, qui suit le Coran, C'est ce qu'il est censé faire d'ailleurs en tant que c'est ce qu'il musulman. est, donc, c'est ce qu'il c'est est un censé peu- faire en tant que musulman, c'est ce qu'on ne peut pas lui reprocher. Eh bien, aujourd'hui, comment peut-il accepter les lois de leur république actuelle Ah bah là, Oui, oui, oui. l'islam des Lumières. Mais non, mais alors moi, Il y a j'ai une opposition là. Ouais. Ah oui, une véritable j'ai été opposition. abasourdi, Estomaqué. estomaqué, mais c'est pas nouveau, d'entendre Macron dire mais les musulmans ils font du séparatisme, ils veulent pas reconnaître nos lois, il faut qu'ils rentrent dans les lois républicaines. Et donc on finance les mosquées, oui, Mais- d'ailleurs, oui. Il mais va je financer l'islam pour le Alors là, découvrir. je vais lui dire, mais même un catholique conséquent devrait penser Ben la non, même chose. bien sûr. Un catholique conséquent devrait penser la même chose. Mais enfin, écoutez. Vos lois républicaines, c'est des lois fabriquées par la raison humaine. Ce sont des lois qui sont liées à votre propre raison, qui n'ont aucune transcendance, qui n'ont rien. Aucune Moi, réalité concrète. Moi, mes règles à moi, mes principes à moi, ils sont ancrés dans le principe créateur du monde. Dans Extérieur. le principe divin, le principe extérieur à moi. Alors vous m'excuserez, vos lois de pacotille, eh bien moi, elles ne s'imposent pas à moi. Puis surtout des lois qui dépendent juste de son nombril, ça veut dire qu'elles vont changer. Elles vont changer au gré demain, des elles vont caprices. changer au gré des Au gré des caprices. caprices. Elles n'ont aucun ancrage éternel, aucun ancrage universel. Donc, Intemporel. eh bien, excusez-moi, monsieur Macron, mais vos lois, elles ne tiennent pas la route. Et moi, je préfère suivre la voie de Dieu que la voie de la République. Et puis en plus, au-delà, il y a le fameux problème entre de Créon et d'Antigone. Hein. Il y a la loi non écrite qui me demande de respecter des choses que la loi écrite veut m'obliger de faire. C'est-à-dire, vous connaissez l'histoire, Antigone veut enterrer son frère, Créon lui dit non, la loi l'interdit, moi je vais enterrer mon frère, et puis c'est tout. Ouais, voilà. Voilà, parce qu'on doit donner une sépulture à son frère. Il y a le devoir de justice et la loi telle Donc- qu'elle est. Et si la loi n'a pas pour objet le bien commun, elle n'a pas beaucoup de légitimité. Voilà. on va Donc, dire, voilà. donc autrement dit, En là, résumé. toute leur manigance de vouloir faire ci, de vouloir faire ça, de vouloir intégrer l'islam aux lois de la République et autres, mais ça ne marche pas parce que la pensée républicaine, la métaphysique républicaine n'a aucune valeur, n'a aucune force vis-à-vis d'une idéologie, d'une doctrine qui s'ancre dans le principe créateur du monde, dans le transcendant. Voilà, mais ça apparemment ils sont tous incapables de le comprendre. Non, Ah, oui. c'est incroyable. Ils sont Et- même incapables de comprendre que finalement la laïcité pour eux est un dogme, en disant que le dogmatisme ils le Voilà. refusent. donc. Et ce qu'il Ouais, une devrait contradiction comprendre, c'est que la laïcité ne peut exister que parce qu'il y a eu le christianisme préalable, finalement. C'est un rejeton dégénéré du christianisme. Oui, la Oui, laïcité oui, c'est ça. existait dans le catholicisme, En fait, mais réglementée. C'est quoi. ce qui fait la différence entre une croyance et une religion finalement. Et voilà. Oui, là c'est une Mais- croyance, oui, c'est ça. c'est une croyance, hein. Désincarné. Alors, Passager. la laïcité, l'idée de laïcité, à mon avis, a germé en France dès l'époque des guerres de religion, parce qu'effectivement, vous aviez d'un côté les catholiques, l'immense majorité, de l'autre côté une petite minorité de protestants, mais tous étaient français, si on veut dire. Donc il a fallu essayer de trouver un modus vivendi pour faire vivre tout le monde. Et l'idée de placer l'État, disons, indépendamment des problèmes religieux, à mon avis, C'est là que ça a commencé à déstabiliser cette population à mon avis. c'est là que ça a commencé. Ouais. Mais normalement, dans un État normal, par exemple la France, eh bien, devrait avoir une religion d'État, le catholicisme, qui admet à l'intérieur, par exemple, le protestantisme, sans faire de En distinction termes de particulière, tolérance, en ou- termes de tolérance. Mais par contre, le chef de l'État, par la nature des choses, ne devrait être que catholique. Et puis c'est fini. Voilà. Mais à partir du moment où on a détruit ça, ben, on ne comprend plus le reste. On ne comprend plus le reste. Alors aujourd'hui, on nous parle de loi laïque, mais comme on disait à l'instant, la loi laïque, elle est fondée sur ce que je pense à l'instant et sur mon nombril.
Eh bien non, ça ne marche pas. Mais même un catholique conséquent, et c'est d'ailleurs ce que les catholiques n'ont pas vraiment compris au XIXe siècle. Enfin, si, des gens comme Monseigneur de Lassulle l'ont compris, Monseigneur Pie l'avait parfaitement compris. Mais on ne peut pas accepter le régime républicain à partir du moment où il ne s'affirme pas catholique, mais où il s'affirme anticatholique, antichrétien. Voilà. Oui, c'est pas un royalisme qui décréterait qu'une république est forcément mauvaise. Non, la République, pourquoi pas, mais la République, vous avez les livres de Jean Bodin qui font l'apologie de la monarchie, si on peut dire, c'est de la République. Oui. Les livres, oui, au XVIe siècle. Donc, de la chose publique. Mais la République en France a une connotation particulière. C'est un régime anti-chrétien, spécifiquement anti-catholique et en définitive anti-français. Surtout pour l'époque contemporaine, c'est ça. Et voilà. Bon. C'est pas la République de Théodose, de Constantin. Non, et c'est un système de pensée qui a des faiblesses métaphysiques congénitales qui fait qu'il ne peut rivaliser avec aucun système, même une fausse religion comme l'islam, dans la mesure où il n'a aucune transcendance. Voilà. Bon, Macron peut raconter tout ce qu'il veut, les chevènements, tous les laïcards de la France et de la planète peuvent raconter ce qu'ils veulent. Ils se casseront les vagues et ils se casseront les dents sur l'islam, comme des vagues se cassent les dents sur un rocher. C'est tout. Voilà. Et c'est à nous autres chrétiens, catholiques notamment, de savoir faire retrouver à nos concitoyens le chemin de la foi catholique, de les convaincre, de les former. Et là, effectivement, c'est aussi le procès d'une grande partie du clergé. Enfin, bon, c'est le problème de la crise spirituelle dont je parlais tout à l'heure. Oui, tout à fait. Oui. Du coup, voilà. On a pu donner divers éléments, même de catholicisme, de race blanche et de... Le dernier militant. Alors ça, oui, c'est le numéro de... Pour conclure. Pour conclure, ça, je vous présente le numéro de septembre, puisque le numéro d'octobre est sous presse. Le numéro de septembre, alors qui traite des problèmes de la loi bioéthique, de la tragicomédie du Covid. Et vous trouvez comme article dedans... outre l'éditorial, la France s'enfonce dans le totalitarisme et l'abjection. Vous avez une étude concernant les 2 poids 2 mesures fait par l'Union européenne entre le traitement de punition infligée à la Biélorussie de Loukachenko, qui ne fait en définitive que de dénoncer les travers de l'Occident dégénéré dans lequel nous sommes, et Ankara, Erdogan, qui actuellement est d'ailleurs en train d'attaquer l'Arménie par des djihadistes d'origine syrienne, et face auxquels on fait preuve d'une assez grande mansuétude, mais nous verrons la suite des événements. Ensuite, le phénomène de colonisation dont nous venons de parler. Ensuite, un article d'Émile Malien, Yad Vashem, boussole de l'Occident. Là, c'est un autre problème, parce que finalement, parce que finalement, la plupart des dirigeants politiques occidentaux, ou chefs de partis politiques, même dits d'extrême droite, vont tous faire plus ou moins le pèlerinage à Yad Vashem, et Marine Le Pen en est empêchée à son corps défendant. C'est ça, oui. Salvini l'avait fait, même Trump. Salvini, oui, mais Trump, bon, c'est autre chose, mais Salvini, que l'on nous présente comme un modèle, Salvini a des qualités, mais enfin, il ne faut pas se tromper. Bon, ensuite, vous avez le drame du Liban, qui est extrêmement important à la suite de l'explosion qui s'est produite à Beyrouth. Et ensuite, des nouvelles du Monténégro. Alors effectivement, au Monténégro, vous avez un personnage qui se maintient au pouvoir depuis plus de 25 ans, qui n'hésite pas à emprisonner ses opposants, qui mène une politique parfois assez mafieuse, mais qui, lui, à la différence de personnages comme Loukachenko, a su caresser dans le sens du poil l'Union européenne, l'OTAN et le système mondialiste. Alors lui, il est très bien, il peut rester en place, on ne lui reproche rien. Loukachenko, qui a envoyé promener durant l'été des émissaires du FMI qui lui promettaient des aides à condition qu'il entre dans la combine du Covid-19, lui, on lui lance une révolution de couleur dans les jambes, si l'on peut dire. Voilà. Donc voilà le numéro de septembre. Alors si maintenant vous voulez mieux connaître Militant,
Nous pouvons vous envoyer un numéro gratuit, si vous voulez prendre connaissance du journal. Il suffit d'écrire à Militant, boîte postale 154, 75 463 Paris, CEDEX 10, ou alors prendre un abonnement. Alors l'abonnement normal c'est 59 €, renforcé 82 €, ou prendre un abonnement d'essai, renouvelable une fois, à 25 €. Vous pouvez vous abonner directement sur notre site en utilisant le compte PayPal. Si écrire un chèque ou faire un courrier vous prend trop de temps. Voilà. Dans la description. Merci pour les recommandations et puis au mois prochain, très certainement. Merci Florian. Monsieur Gondillon. Merci Jean. À bientôt. 1h05.